Imaginez si la Fédération française de rugby a bien préparé son affaire. Le 15 de France victorieux des All Blacks à Twickenham en demi-finale se retrouve totalement disséminé dans des hôtels de la banlieue londonienne, ce qui a le don d'énerver les joueurs. Mais enfin, ça, c'est juste le premier acte. Le deuxième acte, c'est que pour préparer la finale contre l'Australie à Cardiff, ils héritent d'un hôtel dans lequel 2 mariages sont organisés. Donc une semaine difficile de préparation, à tel point que le 3e lignel tricolore Olivier Magne est obligé de descendre en peignoir à 3h du matin pour demander au DJ d'arrêter la musique. Sinon, l'équipe de France aurait passé une nuit blanche. L'avant-veille de disputer une finale de Coupe du Monde, c'est certainement pas la meilleure préparation possible. C'est pas une raison non plus pour imaginer que c'est à cause de cela que la France a perdu contre l'Australie. On peut dater du 20 octobre 1999 l'ascension de l'équipe d'Argentine parmi les grandes nations qui comptent dans le rugby mondial. La preuve, un match de barrage est organisé à Lens contre l'Irlande. A priori, tout est fait pour que les Irlandais, à Dublin, accueillent l'équipe de France en quart de finale. Tout sauf la pugnacité des Pumas et la qualité du jeu au pied de leur ouvreur Gonzalo Quesada. Les Pumas vont battre l'Irlande, ce que personne ne peut imaginer. C'est un choc tellurique, ça se passe à Lens. Et l'arbitre, alors on peut douter de l'authenticité de l'anecdote, mais reste quand même que l'arbitre, surpris que l'Irlande se trouve ainsi distancée, donnera 8 minutes d'arrêt de jeu. 8 minutes, ça ne sera pas suffisant, les Pumas tiennent le score, ils ne lâcheront rien. Et dans un stade en liesse, au sein duquel 8000 supporters argentins font du bruit comme 100 000, les Pumas se dirigeront vers Dublin affronter l'équipe de France. Ils perdront, mais n'empêche, à ce moment-là, il a fallu commencer à compter sur l'Argentine parmi les grandes nations mondiales. Comme en 1995, le demi de mêlée columérin Fabien Galtier n'est pas sélectionné pour disputer la Coupe du Monde. On lui préfère Philippe Carbonneau et Pierre Mignoni. Sauf qu'en préparation de cette compétition, Philippe Carbonneau se blesse. Et là, les sélectionneurs qui ne veulent vraiment pas de Fabien Galtier vont chercher Stéphane Castagnède, l'obscur demi de mêlée dont personne n'a entendu parler. Et comme Pierre Mignoni, à son tour, se blesse, là, il n'y a pas d'autre choix que de faire appel à Fabien Galtier, ce que l'entraîneur en chef Jean-Claude Scrella finit par faire de bonne grâce. Fabien Galtier débarque donc en équipe de France comme le Messie. Il entrera remplaçant en match de poule contre les Fidji à Toulouse sous les acclamations de la foule. Et en quart de finale contre l'Argentine à Dublin et en demi-finale contre les All Blacks à Londres, il sera un des éléments clés de la mise en place du jeu stratégique de l'équipe de France. Fabien Galtier, à ce moment-là, est redevenu le chef d'orchestre. Ça ne sera pas suffisant pour être champion du monde, mais en tout cas, l'anecdote méritait d'être racontée. En 1999, le rugby est devenu professionnel depuis 4 ans. Mais il n'a pas encore franchi le cap technologique. Les matchs sont analysés sur des vieilles cassettes vidéo, on est encore avec le papier crayon pour mettre des statistiques et les faire passer aux joueurs. C'est un entraîneur, l'Australien Rod McQueen, qui va apporter cet élément dont on est aujourd'hui en plein héritage, c'est-à-dire tout l'aspect de la technologie dans le rugby, les statistiques, les ordinateurs individuels, les CD-ROM donnés aux joueurs, les matchs décortiqués action par action. Et cet homme-là, Rod McQueen, n'a pas un passé rugbystique très marqué. En revanche, il va effectuer un transfert technologique très intéressant. Tout ce dont dispose le monde de l'entreprise va se retrouver dans le monde du rugby. Et cette dimension-là va permettre aux Wallabies d'être beaucoup plus précis dans l'analyse stratégique et technique de leur jeu, et du jeu de l'adversaire et leur permettre d'être champion du monde. Ce sera au détriment de la France, mais en tout cas, un cap est franchi. Après 1999, le rugby est devenu véritablement un sport high-tech.